Alors j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui donc une vidéo qu'on va intituler donc la réalité systémique selon Charles. Et là l'idée ça va être un peu donc de revoir avec vous, de faire une revue sur l'ensemble de votre parcours. Ce qui vous a amené à vous intéresser à ce que on a appelé auparavant le supramental et aujourd'hui l'analyse multidimensionnelle ou la réalité systémique. Bah, une fois n'est pas coutume, donc là l'objectif pour lui c'est d'éviter un peu la partie un peu de définition et citation et de commencer directement à vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre jeunesse, la genèse du jeune Charles et comment vous vous êtes mis à vous intéresser à ce qu'on peut appeler l'ésotérisme, la réalité vibratoire. Mhm. Très jeune, je m'intéressais au mystique, à l'aspect mystique, religieux, etc. Entrer dans une église, par exemple, ça m'impressionnait, etc. Les symboles, la Vierge Marie, le Christ, etc. Tu sais, quand on est jeune, on est toujours impressionné par ça, on s'imagine toutes sortes de choses. On est un peu brainwashé par justement l'école, et les parents, etc. Malgré que mes parents, à part mon père, n'étaient pas très religieux, là, ma mère n'était pas tellement religieuse. Euh, Ça m'a aidé justement. Alors, ma mère était très libre d'esprit. Alors, ça l'a, ça m'a forgé jusqu'à un certain point. J'étais en rébellion contre justement le chapelet en famille, des choses comme ça au début. Alors moi et mon frère, ça nous a là, on a eu le roll-ball assez jeune de la religion. Alors ça a créé ce genre d'opposition à la religion. Parce que ça nous était entré dans la gorge. Là. Alors, très jeune, pour remplacer ces croyances-là, il faut faire des recherches, trouver autre chose. Alors, je m'intéressais à l'ésotérisme ou au mystique, etc., au mystère. Alors, j'ai acheté des livres en conséquence, etc. J'ai étudié un petit peu ça, comme ça. Jamais très, très, très profondément, mais suffisamment pour avoir une notion assez large. Et par la suite, je continuais à prendre conscience de certaines choses, mais pas plus qu'il faut. Là. Jamais fait partie d'aucun groupe comme tel, genre ésotérique ou spirituel, à part avoir commencé à faire du yoga. Mais même là, je trouvais ça trop... le yoga et la spiritualité mélangées ensemble, là, ça fonctionnait pas avec moi. Alors j'étais anti-spiritualité très jeune. Je reconnaissais la vibration religieuse là-dedans, la croyance. Voyez-vous? Alors ça me plaisait moins, ça. Alors j'ai fait du yoga pendant un certain temps, et puis après, par la suite, j'ai pratiqué les arts martiaux, développement du Kong, c'est un peu comme yoga, euh, dans la vingtaine, ça. Et pratiquer certains arts martiaux qui nous connectent avec notre énergie, justement. Voyez-vous? Et ensuite, j'ai développé tout ça, tranquillement, pas vite, jusqu'à ma rencontre avec Bernard, lorsque j'ai connu Bernard à travers les émissions de Glenn, justement. Et à partir de là, c'est développé un contact avec cette réalité-là, à travers Bernard, justement. En passant, il y a toujours... Les gens s'imaginent qu'ils peuvent avoir un contact direct, télépathique avec cette réalité-là. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un contact avec une personne qui a déjà eu l'expérience qui fait toute la différence. Dans mon cas, c'était Bernard. Voyez-vous? Qui m'a fait réaliser des choses. À partir de là, la suite, on la connaît.
qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait ce côté, bah, vous avez senti l'éducation un peu religieuse avancée comme une sorte de gavage, Ouais. mais vous avez vu que quand vous étiez justement plus jeune, vous aviez une certaine sensibilité, il se passait quand même quelque chose en vous. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y avait une reconnaissance d'une force, d'une sensibilité, mais en même temps, aller en contradiction avec ce qui a été véhiculé. Comme si vous refusiez la forme, en quelque sorte. Ouais. Mhm. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé. Plus je vieillissais, plus il y avait une opposition à la forme, justement, à la croyance. Je reconnaissais la vibration de ça, dans n'importe quelle forme. Alors, lorsque j'étudiais, par exemple, des mystères ésotériques, par exemple, à travers l'ésotérisme, etc., ou l'interprétation d'une certaine réalité occulte, à ce moment-là, ben, je reconnaissais la vibration spirituelle ou de la croyance, etc. Puis je n'embarquais pas là-dedans. J'étais toujours en recherche, mais je ne savais pas de quoi. Mais j'étais en opposition avec la croyance, dès le départ, assez jeune. Alors quand je suis arrivé avec Bernard véhiculait, malgré lui, si vous voulez, des notions ésotériques. Mais je pouvais voir au-delà de ça parce que, à la base, il parlait d'une réalité que je percevais déjà, sans la définir. Alors, lorsque j'ai fait mon séminaire avec Bernard, Bernard est venu s'asseoir à ma table, à un moment donné, et puis, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je lui ai dit, moi, pendant le séminaire, il parlait d'ésotérisme, il parlait d'entités, etc., etc. C'est quasiment des exorcismes d'entités chez les gens, là. C'était heavy dans ce temps-là. Puis quand il est venu s'asseoir à ma table, j'ai dit, pour moi, c'est que de l'énergie. En voulant dire que je ne croyais pas à toutes ces choses-là en tant que forme. Je voyais au-delà de ça. Pour moi, c'était autre chose. Je ne savais pas quoi, nécessairement, mais je ne pouvais pas embarquer là-dedans. Pour les mêmes raisons que jeune, j'étais en opposition avec tout ce qui était croyance religieuse, de forme religieuse, etc. Alors, c'est probablement ça qui a fait qu'il y a eu un contact assez intime avec moi et Bernard. Ensemble, moi, je m'exprimais comme ça. Bernard réagissait à ça. Fait que j'étais dans son entourage très rapidement à cause de ça, probablement. C'est lui qui m'acceptait dans son entourage immédiat. Et ça, effectivement, c'était dans le cadre donc, du séminaire en physique que vous avez fait en sa présence. Et vous avez évoqué, effectivement, mais avant cette rencontre avec Bernard en physique, vos premiers contacts avec le supramental, donc l'école de Bernard, c'était par l'intermédiaire de quoi? C'est-à-dire que vous étiez un peu en recherche et vous êtes tombé sur un livre, vous êtes tombé sur une cassette. Comment ça s'est passé? Non, je suis tombé sur l'émission où je voyais l'émission de Richard Glenn, avec Bernard. J'étais avec ma copine à ce moment-là, et puis déjà, je parlais de certaines choses avec ma copine. Puis je lui ai dit, à ce moment-là, j'ai dit, c'est de ça que je te parle. Ou j'essaie de te parler de ça. Donc, je reconnaissais ce que j'essayais de véhiculer comme information. Je reconnaissais la même chose chez Bernard. En ça, j'ai dit, c'est de ça que je te parle. Parce que ma copine du temps, elle fréquentait certaines personnes qui donnaient des conférences, mais c'était plutôt philosophique.
Puis là, j'essayais de lui dire, ben, ça c'est philosophique. Hein? Même, même sans contact avec Bernard, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Là. Il y avait de l'attitude psychologique dedans. Alors, quand j'ai vu Bernard pour la première fois, je l'ai entendu pour la première fois, instantanément, je lui ai dit ça. C'est de ça que je te parle. C'est de ça que j'essaie de te parler. Puis à partir de là, ben là, j'étais à une conférence de Bernard. Et par la suite, je me suis inscrit pour le séminaire. Et elle aussi, d'ailleurs. Et entre le visionnage donc, de l'émission et de sauter le pas, de venir au séminaire en physique, il y a eu un temps où immédiatement vous vous êtes dit il faut que j'aille voir en physique comment ça se passe. C'était immédiat. Alors, la connexion s'est faite tout de suite. Pouf! Fallait que j'aille. J'ai su qu'il faisait une conférence, j'ai été à la conférence à ce moment-là. Puis je me suis inscrit par la suite au séminaire. C'était direct. C'était la première fois que je vivais quelque chose de genre où je connectais avec ce qu'une personne parlait. On parlait le même langage, dans le fond. Excepté qu'il y avait beaucoup plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Moi, j'étais plus ou moins conscient. C'était beaucoup plus intuitif, mon affaire. Hein? Je sais ça à la bonne track, disons, mais, tu sais, de façon plus ou moins intuitive. Et entre ce contact et justement la venue en physique, il s'est passé quoi? Il s'est passé 1 mois, 2 mois? C'était vraiment quelque chose d'immédiat, histoire de semaine? Qu'est-ce que vous voulez dire? Entre justement le fait que vous avez vu les vidéos et le fait que vous ayez dit je vais le voir. Ça s'est passé dans une semaine à peu près, une ou 2 semaines. Ah oui, très rapide. C'était vraiment quelque chose qui est une évidence. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour le séminaire. Le séminaire était déjà cédulé. Probablement 3 semaines après. Là. Mais j'étais à une conférence, je me suis inscrit pour le séminaire tout de suite. Ouais. Oui. Oui, c'est effectivement, donc après les vidéos, donc, il y a eu le séminaire, et quand vous êtes venu donc, en physique, là, vous avez dit c'est bon, vous avez reconnu une sorte de ce qu'on va appeler une sympathie vibratoire. Ouais. Malgré que dans ce temps-là, Bernard, justement, parlait beaucoup des entités, etc., parce qu'il y avait beaucoup de gens à pogner avec des choses comme ça, une majorité même, dans la salle où il faisait son séminaire. C'était des gens très férus d'ésotérisme, de spiritualité, etc., de tout acabit, là. Alors, il avait fait comme des exercices d'entités. Il parlait aux entités. Les gens disaient, bon, ben là, moi, je suis pogné avec telle entité. Fait qu'il parlait à l'entité. Puis là, il faisait voir à la personne que qu'est-ce que c'était, etc., les contradictions qui se passaient, etc. Autrement dit, il essayait de le désenthétiser. Que la personne sortent de là. Parce que c'est de la croyance. Les gens croient à ça. Ils personnalisent, ils anthropomorphisent. Alors, ils ne parlaient pas comme ça, là, dans ce temps-là, mais éventuellement, ils nous parlaient de ça. D'anthropomorphisation, puis surtout de personnalisation. Alors, genre, tu sais, c'est pas Dieu qui a fait l'homme à son image, c'est l'homme qui a fait Dieu à son image. L'entité. L'esprit, c'est la même chose, l'entité. L'homme anthétise le terme, la notion de l'esprit. Il personnalise ça. Tant qu'il personnalise, tant qu'il crée une forme comme ça, il est prisonnier de toute cette réalité spirituelle ou psychologique ou son interprétation. Autrement dit, il est prisonnier de son interprétation. Il se désinforme. C'est très occulte.
c'est très occulté à l'être évolutif. Les gens n'ont pas idée. C'est comme, c'est hermétique. Alors, les gens ont beaucoup de difficultés, ils ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'est occulte. Puis qu'est-ce que c'est l'occulte? L'occulte, c'est l'ignorance de l'homme, de la réalité systémique. C'est tout ce que c'est. Autrement dit, il n'y a pas accès à cause de tous les concepts qui le maintiennent prisonnier d'une conscience hermétique. L'hermétisme, c'est créé par ses croyances, l'acceptation qu'il a de tous ces concepts-là. Et toutes les entités qu'il essaie de déraciser, c'est ça justement, c'est toutes les dogmes, toutes les croyances qui se manifestent comme ça durant le séminaire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis effectivement que quand il parlait à l'entité en fin de compte, c'est juste une énergie qui est c'est l'interprétation de la personne de ce qu'il perçoit. Il interprète ça. C'est un programme, en fait. Voilà. Mais c'est tellement, la force est tellement fort que la personne personnalise ça. Il anthropomorphise, donc il parle avec. T'sais? Mais la réalité derrière ça, c'est de l'énergie, c'est la programmation, ça devient automatique, son affaire. Les personnes, par exemple, aussitôt qu'ils sont seuls, l'entité apparaît. Quand ils sont en action, ils n'ont pas ce problème-là, c'est bizarre. Hein? Aussitôt qu'ils se couchent, là, pouf, des entités apparaissent. Quand c'est une entité négative, ben là, ils ont du fun. Là. Ils veulent s'en débarrasser. Ils sont pas capables de s'en débarrasser. L'entité, en fait, le contact avec une entité, c'est créé par l'inhabilité de la personne à être seule avec elle-même. Ça la met tellement en vibration, l'insécurité, là, ça la met tellement en vibration qu'il se crée une entité, elle parle à quelqu'un. Pareil qu'un enfant, on tétise, s'il est seul, par exemple, il va avoir tendance à parler à un ami imaginaire. Bon, c'est le même phénomène. Une personne qui a un gros conflit d'abandon, comme tout le monde vit un conflit d'abandon, mais quand c'est très puissant, c'est très fort, bon, la personne n'est pas capable d'être seule. Aussitôt qu'elle se sent seule, qu'elle n'est pas dans l'action, pouf, elle a besoin de quelque chose qui va faire qu'elle ne soit pas seule. Donc, ça crée l'entité, genre. L'entité apparaît automatiquement. Mais c'est elle qui crée tout ça. C'est elle qui personnalise. Voyez-vous? C'est l'incapacité, l'impuissance à assumer sa solitude. Ça fait partie du conflit d'abandon, etc. L'enfant, en naissant, il est dépendant de ses parents pour se sécuriser. En ça, il va mourir. Et justement, vous avez dit que bon, sur ces fameuses entités, quand Bernard est venu à votre table, vous lui avez dit justement, oui, bon, bah moi, tout ça, j'y crois pas, c'est de la croyance, pour moi, c'est que de l'énergie. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, pour moi, c'est que de l'énergie. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de croyance, rien de ça. C'était évident, je n'y croyais pas. Là. Mais j'ai dit, c'est que de l'énergie, ça. Je savais plus ou moins. Ça, c'est purement intuitif. Là. Vous ne pouvez pas l'expliquer plus loin. Alors? Mais je le savais vibratoirement.
sais, on peut réaliser des choses sans pouvoir l'expliquer logiquement ou psychologiquement. Si on essaie de l'expliquer psychologiquement, ben c'est là qu'on se désinforme, bien souvent. C'était ma perception. Puis éventuellement, Bernard, justement, au fur et à mesure des années, on est arrivé à dire la même chose, finalement. Oui, parce que sur ce constat que c'est que de l'énergie. La première question, c'est parmi les personnes qui étaient dans le séminaire, il y avait d'autres personnes qui voyaient, qui sont arrivées au même constat? Ou Non, tous étaient plus ou moins dans des choses un peu ésotériques, du coup? c'était plus ésotérique. Il y avait une majorité de gens, ouais, qui avaient fait des démarches ésotériques dans différentes factions ésotériques, voilà, ou différentes études. Ouais. C'était que ça, en fait. Parce que Glenn, dans le temps, il attirait beaucoup de gens ésotériques, c'est évident. Et ça s'appelait ésotérisme expérimental. Alors, Ouais. il y avait des invités de toutes sortes. Moi, j'écoutais dans ce temps-là ces invités-là, là, tu sais. Mais quand Bernard est arrivé, ben là, c'était c'était ça. Il y avait une affinité là, avec ce que je vivais, moi. C'était évident pour moi. Pareil comme aujourd'hui, certaines personnes vont écouter ou Bernard ou mes vidéos, puis c'est évident pour eux autres. Ils sont prêts, sont rendus à ce point-là. Qu'importe les démarches qu'ils ont vécues avant. La façon que moi je l'approche maintenant, c'est très épuré. Que les gens, ça filtre les gens qui sont trop ésotériques, etc., trop spirituels. Pensez-vous qu'une personne très spirituelle va accepter que l'univers c'est une mécanique? C'est mécanique? Ben non. Une machine. Une machine très subtile, mais c'est une machine pareille. C'est pas évident, là. Nous, on est la conscience de cette machine-là, finalement. Ou dans la machine. Potentiellement, on est la conscience de la machine. Plus on prend conscience de la machine, plus la machine prend conscience d'elle-même, finalement. C'est ça la fusion, la fameuse fusion, là. C'est la fusion avec la réalité systémique. C'est évident. Autrement dit, c'est l'ajustement de la personne ou de l'être humain à cette réalité systémique-là. Comment ça fonctionne? C'est de la physique psychique. Comment ça fonctionne, cette affaire-là? On devient un scientifique du psyché. Il y a une recherche, même chose qu'en physique. C'est de la physique. C'est de la physique plus subtile, c'est tout. Quand les scientifiques d'aujourd'hui commenceront à étudier cette physique-là, la physique actuelle va changer complètement. Ça commence d'ailleurs. Il touche un petit peu. C'est vrai que par rapport à ce qu'évoquait Bernard de Montréal, il y a un côté plus qu'on qualifiera peut-être à tort de plus froid, de plus physique, pragmatique, plus mécanique, on va dire. Et justement, j'aimerais revenir à ce passage que vous avez cité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous dites à Bernard, bon, pour moi, ce ne sont que des énergies. Et là, vous avez évoqué qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il a reconnu en cette phrase une affinité particulière. Parce que vous avez dit qu'à partir du moment où vous l'avez rencontré, il y a un lien. Moi, je l'ai su par après, là, mais il a reconnu quoi? Une personne qui ne croyait pas? Qu'est-ce qu'il dit, Bernard, dans tous ces... Croyez-moi pas, croyez pas. Hein? Il parle des formes, de l'attachement aux formes, etc.
C'est la croyance, ça. Tandis que moi, j'arrivais comme ça, là. J'épurais tout ça, là. C'est pour ça qu'il s'est fait une connexion entre moi et lui. De sa part. De ma part, il y avait déjà une connexion, là, mais pas personnelle. Mais pour lui, la connexion s'est faite à ce moment-là. Il m'a reconnu. Il a reconnu que une personne qui avait aucune croyance, genre, potentiellement, en tout cas. Ouais, bon. C'est ça qui a créé le contact entre moi et lui. Et, ça s'est développé au cours des années, ça. J'étais très actif dans ce groupe-là, là, de toutes sortes de façons créatives. oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ce contact s'est traduit, vous, de votre côté, par l'investissement dans ce que faisait, dans ce que faisait Bernard, et c'est là que, mécaniquement, vous êtes devenus plus ou moins proches. Mm-hmm. Ben, à même tout ça, pour être actif, il fallait que je sois, justement, qu'il y ait ce contact-là. Un coup que le contact s'est fait, dans le sens qu'il a reconnu chez moi une personne qui était pas mal ajustée à la réalité, OK? À travers la non-croyance, justement. À ce moment-là, ben, il me donnait confiance. Moi, j'étais une personne assez créative, fait que je lui demandais, bon, ben, je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça? Et il me donnait des idées. Je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose de... J'ai construit pas construit, mais j'ai organisé un centre où il pouvait donner ses conférences privées. Avant ça, il passait dans différentes... chez différentes personnes, dans les maisons différentes. Et puis... donc, il y avait plus de personnes qui pouvaient participer directement, ou plus ou moins directement. J'avais installé, par exemple, des télévisions au premier, deuxième, au troisième, il donnait ses conférences. Je prenais les conférences en vidéo, conférences privées, là. Et puis je le diffusais aux autres étages. Il y avait des personnes au troisième aussi. Puis par la suite, ben, j'ai commencé, lorsqu'il a quitté, lorsqu'il s'est passé des choses avec Glenn, il a commencé à faire des conférences avec François Payette, ben, c'est moi qui prenais les vidéos à ce moment-là, l'audio et les vidéos, et j'organisais les salles, etc., etc. C'est moi qui étais en charge, si vous voulez, de toute l'organisation des conférences. Location de la salle, les gens qui enregistraient, par exemple, en audio, parce qu'on vendait les cassettes audio. Et après les conférences, on avait une machine spéciale, on les vendait directement. Toute cette organisation-là, plus le vidéo, etc., j'étais équipé professionnel en vidéo, là, à ce moment-là. Il y avait un gros investissement financier aussi de ma part, et de temps, d'énergie, whatever. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque, justement, de vous investir, autant sur le plan financier, en termes de temps, humain? C'est parce que vous vouliez créer quelque chose avec lui? C'est cette affinité? Ben oui, dans le sens que je voulais que ça se développe, tout ça. Avec les conférences, par exemple, en public, je prenais ce matériel-là, j'ai monté 8 émissions. Là, je vais mettre sur mon site ces émissions-là, à un moment donné. J'ai monté 8 émissions pour le câble. Autrement dit, pour la télévision plus ou moins privée, là. Parce que Glenn, dans ce temps-là, il passait sur le câble. Puis moi, j'avais fait, avec Payette, justement, François, on avait mis ça sur une plateforme câble qu'il appelle. Toutes les émissions ont passé un moment donné sur le câble, à la grandeur du Québec. Ceux qui connectaient avec ça dans ce temps-là.
que j'étais assez familier avec la vidéo. Et je faisais faire mes montages professionnellement. Je préparais tout mon piétage, par exemple, puis là, je le faisais monter par professionnel. J'arrivais avec mes grosses cassettes vidéo, là. Et puis, lui, il faisait le montage, puis on mettait ça sur... ben non, on donnait ça direct aux compagnies de câble, là. Je ne me rappelle pas quel nom qu'il y avait. On donnait une cassette du montage, puis là, on faisait un master, puis des copies. Ça avait pris quand même une certaine ampleur, tout ça, Ouais. justement. Mm-hmm. Ouais. Puis vous réalisiez créativement, justement, à travers tout ça. Vous y trouvez du... C'est ça, ouais. C'est ça. Donc là, c'était la période, effectivement, avec Bernard. Et c'est vrai qu'on le mentionnait quelques minutes auparavant. Vous aviez, donc vous savez encore aujourd'hui, une approche assez épurée par rapport à ce qu'a montré Bernard. Est-ce que c'est ça qui a expliqué que, voilà, au bout d'un moment, vous avez décidé de prendre votre direction, de faire votre propre analyse? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, bon voilà, je pense que chacun prend son chemin parce que je me retrouve un peu moins? Il y a un moment comme ça de rupture, dirons-nous, ou ça s'est fait progressivement peut-être? Ça s'est fait progressivement. J'ai toujours été en contact avec Bernard. J'étais moins en contact à un moment donné avec le groupe. Donc, j'ai laissé tout ça, là, tout ce que j'avais développé, vidéo, etc. J'ai laissé ça à un moment donné pour des raisons personnelles, là. Puis, par la suite, j'avais toujours, disons que j'avais une distance avec le groupe, OK? Parce que c'était trop spirituel, trop ésotérique, trop... bon. Et par la suite, j'ai toujours eu un contact avec Bernard. Régulier, là, pendant des années, là, jusqu'à sa mort. Vous l'avez dit un peu avant aussi, lui aussi, enfin, vous avez évoqué le fait que lui aussi est arrivé à se dire, tout ça, le double, les entités, l'ensemble des termes, l'ensemble des anthropomorphismes, qu'il a fait lui aussi, on était rendu à se dire, finalement, c'était des formes. Ouais, mais déjà, lui, il utilise... Moi, je le savais, ça. OK? Moi, puis lui, on riait de ça un peu. Là. Fait que, tu sais, dans le sens que moi, je savais très bien qu'il utilisait ces formes-là. OK? Parce qu'entre-temps, dans les conférences privées, etc., dans le privé aussi, entre moi et lui, puis c'était évident que, tu sais, il y avait autre chose, là. Mais il utilisait ces formes-là. Ben bon. Fait que moi, je le laissais faire, là, tu sais, je contestais pas ça plus qu'il faut. Dans le sens que je savais qu'il utilisait ces formes-là pour, justement, comme il disait, ben là, je parle pour un, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, pour tout le monde, finalement. Comme un caméléon, là, tu sais. Il parlait pour tout le monde. Il était obligé de parler de ces choses-là, puis tranquillement défaire ces choses-là. Donc, vers les années 90 et plus, jusqu'à 95 et plus, il commençait à défaire ces formes-là pas mal. Parce qu'il y en avait un ras-le-bol de personnes trop spirituelles. Il m'avait dit un jour, il dit, j'en ai la nausée. Ça me fait vomir. Fait que là, il y avait un ras-le-bol, là. Parce qu'il a réalisé probablement qu'il n'y avait rien à faire. Il était trop dans la croyance. Ces gens-là étaient trop dans la croyance. C'est que quand ça fait des années qu'une personne le suit, par exemple, et puis elle continue à être dans la spiritualité au bout, décourageant, là.
Il essaie de les amener là, tranquillement, pas vite. Il n'y a pas de tranquillement, pas vite dans ça. Si on essaie d'amener les gens tranquillement, pas vite, là, à travers en parlant leur langage, puis tout le kit, là, ça ne marche pas. C'est ça l'expérience de Bernard. Que j'ai tiré, moi, en tout cas, de l'expérience-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, non, moi, j'emploie pas ce chemin-là, disons. Et j'ai développé tranquillement, pas vite, une façon de le parler, de le diffuser d'une façon plus terre à terre. De toute façon, j'ai toujours eu cette vibration-là. Mais j'avais pas le vocabulaire que j'ai aujourd'hui. Pour développer un vocabulaire, pour développer un vocabulaire, il faut que tu parles. Tu t'exprimes, puis tu t'exprimes, finalement, tu développes un vocabulaire. Tu t'en vas dans cette direction-là. C'est pas évident au début. Pourquoi ça, à travers justement l'expérience de Bernard, pourquoi ça ne marche pas justement d'utiliser un peu les formes pour l'individu pour entrer en dialogue? Ça renforce cette forme-là? Ça renforce la forme? Exactement. Et ça maintient l'individu dans ses croyances-là. Fait qu'à ce moment-là, si une personne comme Bernard, par exemple, utilise ces termes-là, puis les gens ont tendance à croire. Quand même, vous leur dites de ne pas croire. Ils vont croire pareil. Puis là, bien, vous renforcez ça en utilisant toutes sortes de formes comme ça. Même si vous les défaites par la suite, c'est pas évident, là. En public, en groupe, individuellement, peut-être. Puis même là, c'est pas évident. Lancer quelque chose. Fait que, imaginez en groupe, amener les gens à se désenthétiser de tout ça, là. C'est pas évident. Fait qu'il a souffert énormément de ça, justement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il tranchait plus. Vers les années 95, il avait un ras-le-bol. C'est pour ça qu'il a développé la psychologie évolutionnaire. Là, il parlait de ça. Il n'y avait pas d'intervieweur, puis il parlait de ça. À ce moment-là, il avait décidé de développer une psychologie pour la mettre en pratique, côté plus pratique. Il commençait à parler d'une façon beaucoup plus pratique. Plus terre à terre aussi. Malgré qu'il y avait encore, il parlait en public, encore il faisait attention. Tandis que moi, je ne fais pas attention à ça. C'est direct, pouf. Fait que les gens, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, ils sont prêts ou ils sont pas prêts. Parce que sans ça, on encourage toutes ces croyances-là. Puis même les gens qui m'écoutent, ils vont avoir tendance à croire au départ. Parce qu'ils vont s'imaginer des affaires. Ils peuvent pas s'imaginer qu'est-ce que c'est, dans le fond. C'est difficile de s'imaginer qu'est-ce que c'est. Ou cette réalité-là. C'est difficile de s'imaginer ou comprendre la réalité systémique. C'est un choc. C'est un choc de réalisation. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués dans toutes sortes de concepts contraires à celui-là, à cette réalité-là. Fait que ça leur est totalement occulté. C'est pas pour rien que je parle d'éveil vibratoire par rapport à l'éveil psychologique et l'éveil spirituel. Les gens qui ont fait un séminaire avec Bernard ou whatever, sont dans un certain éveil psychologique. Les gens qui ont fait des consultations avec moi ou qui écoutent mes vidéos, ils peuvent être dans un éveil
psychologiques un peu plus avancés, si vous voulez, mais ils sont toujours dans l'éveil psychologique. Il faut qu'ils passent à l'éveil vibratoire. L'éveil vibratoire, ça commence par un sens global de la réalité systémique. Un sens global de la réalité systémique, c'est réaliser que on fonctionne à cause que l'univers, c'est une machine, c'est une mécanique vibratoire. Autrement dit, il y a une accumulation, pareil comme un ordinateur, il y a une accumulation d'informations. Et cette information-là influe sur la matière. En gros, là, macro. Et en micro, si vous voulez, chez l'individu, c'est la même mécanique. C'est la même mécanique chez l'être humain, chez l'animal, chez la fleur, sur les végétaux, etc. C'est programmé. Alors, c'est pas évident, là, quand on est élevé dans des concepts différents de ceux-là, d'accepter, premièrement, qu'on fonctionne de même. Qu'on fonctionne à travers des automatismes, qu'on fonctionne à travers des programmes. Sans ça, il n'y aurait pas d'évolution. Il n'y a rien qui évoluerait. L'évolution, c'est malgré l'être humain évolutif. C'est malgré l'animal. Il n'en est pas conscient de ça. Vraiment? Mais il évolue pareil. Ça a développé, par exemple, chez l'homme, sa capacité intellectuelle, sa capacité d'observation, etc., etc. Qui, un jour, lorsqu'il y en a le ras-le-bol, de la souffrance psychologique, ça lui permet d'observer puis de réaliser le poteau rose. Qui est quoi? Qui est que... Il est comme un robot biologique. Qu'il est manipulé, qui a été manipulé par une machine, finalement. À évolution. Ça évolue tout le temps, cette affaire-là. Fait que ça fait évoluer les entités biologiques. Jusqu'au moment où il y en a une qui est suffisamment évoluée pour prendre conscience de la machine. Ça, c'est l'éveil. Vibratoire, c'est évident. Mais réaliser, il faut avoir la capacité de réaliser tout ça. Il faut accepter ou être en mesure de l'observer globalement. Puis ça ne se fait pas tout d'un coup. Il faut avoir un contact avec cette réalité-là pour éventuellement s'éveiller à cette réalité-là, à ce point-là. Où la réalité qui est perçue du système, c'est global. On réalise que c'est comme ça que ça fonctionne. On pourrait dire que ce n'est que de l'information qui agit, qui réagit et qui crée la matière, finalement. Qui fait évoluer la matière. L'information fait évoluer la matière. Ou tout ce qui est dans la matière, dont l'homme. En ça, il n'y aurait pas évolution. Sans l'information, sans les lois d'énergie ou les programmes, etc., il n'y aurait pas d'évolution. Comment voulez-vous que l'homme ou l'animal évolue seul? Il ne peut pas. Voyez-vous? Par lui-même, tu sais. C'est enregistré, cette information-là. C'est une machine qui fabrique, si vous voulez, des entités biologiques pour sa propre évolution. Genre. Mais il n'y a pas de conscience là-dedans tant qu'il n'y a pas une entité biologique qui prend conscience du système. Croire autrement, c'est une illusion.
Il n'y a pas de conscience, autrement dit, tant que l'homme, l'être humain, tant qu'il ne prend pas conscience de la réalité systémique. Ou qu'il commence à s'éveiller à la réalité systémique. Là, il commence à avoir de la conscience. Là, il commence, la réalité systémique commence à vivre, si vous voulez, de la conscience. Parce qu'on fait partie de la réalité systémique. Et parce qu'on fait, oui, parce que l'homme, c'est une entité biologique parmi les autres qui a ce potentiel d'éveil, mais il fait partie aussi de cette machinerie. Ouais, exactement. Lorsqu'il prend conscience de la réalité systémique, à ce moment-là, le système prend conscience de lui-même. Et de toute justement cette instruction que vous dispensez donc, par l'intermédiaire des vidéos qu'on réalise en ce moment et aussi par l'intermédiaire de vos consultations, ça me permet de venir à une autre question. Dans votre parcours, donc là, effectivement, donc, il y a eu un peu cette dissociation, même si vous avez gardé contact avec Bernard. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à justement écrire sur tout ça, à donner des consultations, à faire des vidéos? Qu'est-ce qui pousse à instruire sur le système? On dirait a priori pour découvrir tout ça. Parce qu'on peut pas découvrir tout ça sans parler, sans s'exprimer. Voilà. Et si on n'a pas la vibration pour le faire, c'est évident, il faut avoir la vibration pour faire ça. Puis, expérimenter une autre version. Vous voyez ce que je veux dire? Ma version, si vous voulez. Moi, ma perception de cette réalité-là. Même ça fonctionne. Fait une personne qui s'éveille, par exemple, avec moi, là, en fonction en consultation, une personne qui s'éveille, éventuellement, si elle a la vibration, elle va parler à travers sa vibration de cette réalité systémique-là. Fait qu'elle peut avoir certaines qualités que Bernard n'avait pas, que j'avais pas, au niveau vibratoire, par exemple. Puis elle va être capable d'explorer quelque chose là-dedans de plus avancé ou plus subtil, qui va lui bénéficier, qui va bénéficier les autres individus avec lesquels elle est en contact. Pour être en contact, il faut parler soit en privé ou en public. Voyez-vous? Il y a quelque chose de créatif, vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Ça s'arrête jamais, c'est toujours créatif. On a besoin de ça. C'est intéressant, là. Parce qu'en consultation, par exemple, ça me permet, selon la résistance qu'il y a des individus, ça me permet d'explorer. Moi, je ne vis pas cette résistance-là, mais je veux voir pourquoi, etc. Fait que, je suis obligé d'explorer les subtilités qui font que la personne est en résistance, par exemple. Fait que ça me fait découvrir, parler certaines choses qui bénéficient à l'individu, qui me bénéficient aussi. Vraiment. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de savoir. Il n'y a pas de curiosité. Mais c'est intéressant de l'explorer pareil. Parce que je suis obligé de le faire. Voyez-vous? Je le sais déjà, mais je ne l'ai pas exprimé encore. Genre. Voyez-vous? C'est comme si on savait tout, mais pas spécifiquement. On a accès lorsqu'on a besoin. C'est pas par désir, puis par... voyez-vous ce que je veux dire? Selon le besoin. That's it. On veut savoir quelque chose, on le parle. On l'explore à travers la parole.
On se connecte. On est tout le temps connecté. Là. La parole permet d'explorer, c'est Ouais, échanger ben avec oui. d'autres personnes, c'est ça? Ben oui. Mhm. Plus que la pensée. La pensée, c'est virtuel, c'est pas pareil. La pensée, vous pouvez bifurquer sans le savoir, là, facilement. La parole, pas pareil. Vous pouvez observer en même temps. C'est comme danser. Vous savez que vous dansez, vous savez que, surtout que si vous êtes professionnel dans ça, vous savez quelle variation faire, whatever. Mais ça se fait tout seul. Genre, un coup, vous allez dans la direction de la variation, si vous voulez, que vous allez exprimer. Ça se fait tout seul, automatique. Donc, on reçoit la vibration, on la parle. On ne pense plus là, avant de parler. C'est direct, pas? On reçoit la vibration, on perçoit la réalité, mais il faut l'exprimer. Ben beau l'apercevoir mentalement, mais c'est virtuel. C'est pas clair, là. C'est une vibration. Les gens, ils pensent qu'ils reçoivent de la pensée. C'est pas de la pensée qu'ils reçoivent. C'est une vibration, une atmosphère. Après ça, ça devient de la pensée. Voyez-vous? Ben là, quand on parle, parler créativement, c'est percevoir la vibration et la parler. On s'habitue à la parler directement. Voyez-vous? J'avais un petit gars en consultation à un moment donné, puis il avait de la misère à s'exprimer, il bégayait, genre, pas bégayer, mais il avait de la misère à s'exprimer. Ouais, puis il choquait, là. Puis j'ai réalisé que, genre, il posait des questions, etc., qu'il essayait de penser d'avance qu'il allait parler. Voyez-vous? Trop. Par insécurité, c'est évident. Par peur du rejet, etc. Puis lorsque je lui ai expliqué ça, il était suivi par des orthophonistes depuis 2 ans. Okay. Puis lorsque je lui ai expliqué la mécanique, qu'essayer de penser avant de parler, etc., là, il dit, c'est que ça? Puis à partir de là, je lui ai dit, c'est que ça. Et à partir de là, je lui ai dit, exprime-toi, dis n'importe quoi. Parle, mais dis n'importe quoi. Pendant 2 semaines, il a parlé, il a dit n'importe quoi comme ça, sa mère est en train de folle. Elle m'écrit, elle me dit, j'en peux plus, là. Je te laisse les faire. Puis éventuellement, il est sorti de là. De temps en temps, quand il est trop en vibration, là, ça recommence un petit peu. Mais à part de ça, il parle normalement. Mais il a réalisé instantanément. Ah, c'est que ça. Ouais, c'est que ça. Pense pas avant de parler. Hein? C'est assez à construire ce que tu vas parler. C'est l'insécurité qui fait ça. Lorsque vous parlez, dans le fond, vous pensez pas en général ce que vous allez dire. Voyez-vous? Surtout quand vous parlez de façon banale, là, dans la vie de tous les jours. Vous ne pensez pas d'avance ce que vous allez dire. Lorsque vous parlez des choses plus techniques, whatever, plus où vous ne voulez pas vous tromper, etc., là, vous commencez à penser d'avance ce que vous allez dire. C'est là. Vous intervenez dans. Voyez-vous? Puis vous risquez de faire des erreurs ou de vous sentir tout croche, là, par insécurité. Voyez-vous? Ça peut vous faire bégayer, même. Tu sais, genre, pas vous rappeler de, etc. Parce que ça ne sort pas instantanément, là, parce que vous l'avez pensé d'avance. Tandis que quand vous captez la vibration, vous parlez, ça vous faites tout le temps dans les banalités de la vie. Là. Mais lorsqu'on parle
lorsque je parle, lorsque Bernard parlait, c'était exactement la même chose. Il percevait la vibration, il a parlé. Quand il disait « ils me disent que », c'est de la vibration, ça. Il anthropomorphisait pour les gens. Moi, j'avais posé la question à un moment donné, puis j'en ai parlé, tu sais, il dit si je dis que c'est moi qui parle, ça va être moins accepté. Il dit, je peux dire que c'est mon oncle ou quelqu'un qui m'a dit que. Il y avait toujours ce buffer-là, tout le temps. Peut-être pour donner plus de... Tandis que moi, je l'ai éliminé, ça. Que les gens acceptent ou acceptent pas, ça n'a pas d'importance. Mais tout le monde peut vivre ça, là. Moindrement qu'ils sont connectés, ils peuvent le vivre. En éveil. Faut que tu t'éveilles à cette réalité-là. Tu ne peux pas parler comme ça, là, parce que tu veux parler, là. Il y en a qui parlent, ils disent n'importe quoi, là, tu sais. C'est pas ça, là. C'est l'affaire du double, là, puis ils canalisent, puis whatever, là. Ils veulent canaliser avant de vivre l'expérience. Il faut avoir l'expérience avant. Il faut qu'il y ait une évolution, là. Les gens sont en contact avec cette réalité-là, puis là, ils pensent qu'ils peuvent canaliser, puis fusionner, puis toute la patente. C'est des illusions spirituelles, ça. Ça ne marche pas de même. Ça prend des années. Donc c'est une sorte de... Quand on enlève ce filtre, il y a une sorte de parole créative. Il faut se connecter à la bonne source. Il faut être plugué sur, sur le 220. Là. Il y a des gens qui se pluguent à travers des entités ou des whatever. Là. Ils canalisent. T'sais. Vous aviez évoqué aussi... en parlant un peu des automatismes, vous avez parlé de la danse. Au début de l'entretien, vous avez parlé du yoga. Je crois savoir aussi que vous faites aussi des arts martiaux. Ouais. Vous continuez à vous entraîner. C'est quoi? Il y a quelque chose de créatif et quelque chose d'automatique? C'est mettre en pratique? Ouais. C'est le côté un peu automatique? C'est ça, la constance. Et c'est premièrement pour la santé. Faire du tai chi, faire du Qigong, tout ça, c'est la respiration, surtout. Ça fait bouger les articulations, c'est évident. Ça vous garde en forme sans courir le marathon, tu sais. Je suis pas le genre à courir des marathons, disons. J'ai pas le souffle, j'ai jamais eu pour ça. Vraiment. Je suis physique, mais très jeune, je m'essoufflais assez facilement. Dans le sens que je ne pouvais pas garder un stamina très, très longtemps. Ou ça ne m'a jamais intéressé. J'aime mieux les choses plus soft. Malgré que j'ai pratiqué les arts martiaux plus durs là, au début. Mais plus ça allait, plus j'allais vers les arts martiaux plus subtils. Moins d'efforts physiques. Pas d'efforts, mais plus d'énergie interne. Développement du ki, par exemple, etc. Ça vous met en contact avec votre énergie, avec la réalité systémique, ça. Automatique. Plus. C'est une bonne base, disons. Pratique. Pourquoi? Parce que c'est un sport plus raffiné, c'est ça? Ouais. C'est parce que le ki a un rapport avec l'énergie vitale. Donc, avec le système. C'est plus rapproché
du système. Regardez la médecine chinoise, etc. C'est très rapproché, c'est beaucoup plus naturel que la médecine moderne. À cause de ça, justement. Le développement du ki, c'est plus... on développe une connexion avec le vital. C'est pour ça que les arts martiaux, le développement du ki, etc., amènent à la philosophie zen. Voilà. Ça reste encore de la philosophie, mais... que ça peut connecter facilement au système, c'est la même chose. Excepté là, c'est plus la philosophie, c'est la science. On a abordé un peu effectivement donc, le passé, ce que vous faites aussi maintenant, donc l'ensemble des entretiens, des vidéos. Si vous êtes le genre de personne à avoir des plans, ou vous vous laissez aller créativement aux opportunités, parce qu'il y a des projets justement dans... Ouais, mais c'est des choses plus personnelles, ça, plus... Plus de l'ordre privé. Ouais, plus privé, ouais. Donc il y a quand même, bon, même si c'est privé, il y a quand même une vision. C'est-à-dire que c'est pas uniquement dans l'instant présent, il y a quand même une projection qui est quand même nécessaire. Ben, parce que justement, chez des êtres éveillés, il y a automatiquement un contact qui se fait plus fort et plus créatif. Parce que l'énergie qui est transmutée doit se canaliser quelque part, puis la personne devient de plus en plus créative. Alors à ce moment-là, elle a conscience de plus en plus de la survie, etc., et des besoins qu'elle a de canaliser son énergie créative. Voyez-vous? Donc, elle va s'associer avec des gens qui sont plus éveillés, c'est évident. Parce que c'est plus facile. La circulation de l'énergie créative est plus facile qu'avec des personnes qui ne sont pas éveillées, qui interviennent tout le temps psychologiquement dans quelque chose qui ne devrait pas intervenir tout le temps. Ça crée des blocages. Voyez-vous? Voilà. Ça se fait quand les gens sont prêts à le faire, à le vivre. Pas avant. Le temps est déterminé par l'éveil des personnes. Voyez-vous? C'est pas moi qui détermine le temps. Moi, je suis prêt à toutes ces choses-là, mais il faut que les gens soient prêts à ça. Voyez-vous? Puis pour qu'ils soient prêts à ça, il faut qu'ils s'éveillent relativement à cette réalité-là. C'est évident que le contact créatif, ça va les éveiller encore plus, parce que ça va les mettre dans des situations où il peut y avoir des problématiques. Puis pour régler ces problématiques-là, la plupart du temps, c'est des choses de personnalité, là. Ça prend... Il faut que la personne soit plus éveillée pour voir au-delà de sa propre programmation, etc. Éventuellement, c'est ça qui va se passer. C'est ça l'homme nouveau, c'est ça la 6e race racine, etc. C'est la base. Mais pas avant. C'est en train de se développer tranquillement.